Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on apprend à dire non? Je sais pas, en tout cas on va essayer de voir si ça s'apprend, quand est-ce que ça s'apprend et comment. Et c'est en compagnie de Samuel Doc aujourd'hui. On pourra voir aussi pourquoi on a du mal à dire non. Peut-être est-ce souvent par peur de blesser ou de ne plus être aimé. C'est certainement plus difficile de dire non auprès des gens pour qui on a de l'affection, évidemment. Alors pourquoi ne pas savoir dire non? C'est au fond ne pas savoir se dire oui et même parfois se mettre dans des situations impossibles parce qu'ensuite c'est bien plus compliqué pour se sortir de cette situation dans laquelle on aura dit oui. J'entends aussi en ce moment un discours qui prétend que les femmes savent moins bien dire non que les hommes sous prétexte que leur parole n'a jamais été entendue depuis si longtemps. Alors moi je crois pas, il me semble plutôt que la fille, elle a du mal à dire non à sa mère puisqu'elle est du même sexe, elle est donc identique, tandis que le petit garçon, eh bien il est obligé à un moment donné de s'éloigner de sa mère pour devenir un homme, donc il apprend très vite à dire non. Bon, ça c'est une interprétation, on verra ce qu'en pense Samuel Doc. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour témoigner, surtout si vous avez du mal à dire non, parce qu'on va peut-être un petit peu vous aider, et pour ça vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc. Bonjour Brigitte. Alors d'abord, merci d'avoir dit oui et d'être venu à cette émission. Est-ce que vous... Alors on entend souvent, en effet, que les filles ont plus de mal à dire non que les hommes. Ça, bon, ça va peut-être changer au fil des années, mais pour l'instant, c'est encore un peu comme ça. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que vous avez... Mon analyse est bonne ou pas? Je trouve qu'elle s'entend, en tout cas, et effectivement, elle résonne dans mes oreilles, puisque cette semaine, alors que j'étais en consultation et que je pensais à notre émission à venir, je me rendais compte que beaucoup de mes patientes avaient du mal à dire non. Et je rejoins votre analyse très oedipienne de cette situation, oui. D'accord, bon, déjà c'est une piste qu'on peut donner aux filles. Apprenez à vous éloigner de maman et puis peut-être vous saurez plus facilement dire non. Ce qui est intéressant aussi, on a préparé un tout petit peu l'émission tout à l'heure et on revenait sur la question de la victime. Se mettre dans une situation de victime, se poser en victime, c'est finalement ne pas savoir dire non. Absolument, je rejoins totalement votre propos, et pendant que je préparais l'émission, je lisais le livre de Vincent Cogbert, Unique au monde, qui est publié chez Arquet, et c'est très exactement ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui tout doit être soi, on cherche à se personnaliser le plus possible, à faire en sorte que le monde se plie à nos désirs, que tout doit être nous, et lorsqu'une chose vient quelque part questionner cette toute-puissance, cette altérité, alors on se pose en victime ou on se retranche sur une étiquette identitaire. On l'a beaucoup vu avec le wokisme, mais on va être, si on n'arrive pas à dire non, c'est parce qu'on est HPI, c'est parce qu'on a un TDAH. Si ça ne va pas dans nos relations sentimentales, c'est parce que nous sommes asexuels, gré-sexuels, gré-romantiques, voilà. Tout un tas d'étiquettes affectives, psychologiques, pseudo-sexuelles. Donc c'est jamais de notre faute. C'est jamais de notre faute. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qui est important, c'est cette sorte de stade de notre société où à certains moments, on ne sait plus dire non parce qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on désire, alors même que toute une industrie marketing, on le voit, fait tout pour qu'on se sente aujourd'hui client roi dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pour ça que je rends vraiment hommage à ce travail cet essayiste Vincent Cogbert, parce qu'il le décrit très très bien. Donc si on ne sait pas dire non à l'autre, c'est parce que le non a quelque chose d'insupportable dans une société néolibérale où tout devrait toujours être possible. On devrait pouvoir faire des enfants n'importe comment, n'importe quand, etc. On devrait pouvoir être absolument qui on veut. On a droit à tout. Voilà, c'est ça. Et soit une technologie, soit une institution, soit une politique, soit une étiquette, tout devra nous permettre de réaliser tous nos désirs. Donc ce non, il est déjà social. Notre société a horreur du non. Et puisque notre société a horreur du non, ça nous est très difficile de poser un non à l'autre. Et ça, je le remarque beaucoup, et d'ailleurs Vincent Cogbert en parle dans son livre, en matière d'éducation. On voit comment aujourd'hui il est difficile de dire non à un enfant, à quel point on autorise tout de peur d'un caprice, de peur que l'enfant fasse une crise de colère.
et sans se rendre compte que les non, on en a besoin. On a besoin de pouvoir dire non pour pouvoir maintenir notre intégrité. Donc, si Didier Pleu nous écoute, il sera content, lui qui prône justement la frustration dès l'enfance. Hein, et en fait, oui, quand on nous dit non, on se sent frustré. C'est évident. Mais en même temps, si on ne sait pas dire non, eh bien, on dit non à soi-même, hein, tout simplement. C'est ce qui m'a touché dans votre introduction, Brigitte, c'est que c'est parce qu'on se méconnaît soi-même qu'on n'arrive pas à poser le non. Et puis, il y a peut-être aussi autre chose, on pense au stade du non, vous savez, c'est-à-dire qu'entre 18 mois et 2 ans, un enfant va apprendre à dire non, va dire non de manière, alors bien sûr mécanique, de manière automatique, mais ça va lui permettre de développer sa propre intériorité, sa curiosité au monde et de trouver déjà une première place dans le collectif. Donc, quand on a du mal à dire non, parfois, ça fait écho à ces tout premiers temps de la vie où on essayait de supporter notre élan vital vers le monde. Et puis bien sûr l'adolescence aussi comme une opposition, pouvoir s'opposer, c'est se sentir assez sécure, assez bien avec soi-même pour pouvoir justement poser son propre désir. Et là vous dites quelque chose d'important que tout le monde va entendre et comprendre, hein. Si on a confiance en soi, c'est plus facile de dire non que si on attend toujours la reconnaissance dans l'œil de l'autre, hein. Si on attend la reconnaissance chez l'autre, évidemment que c'est difficile de lui dire non. Exactement, et vous avez utilisé un mot aussi qui me semble crucial et je pense qu'on va y revenir aujourd'hui dans notre émission, c'est le mot de frustration. C'est qu'il faut accepter une certaine frustration soi-même pour pouvoir la poser à l'autre et pour pouvoir poser une loi, celle d'un négatif, d'un non, pour pouvoir définir ce que l'on veut soi. La personne qui devrait être la plus importante dans notre propre vie, c'est nous-mêmes, en définitive. Et il y a peut-être autre chose qui est assez marquant dans notre société actuelle, c'est que on a besoin de faire partie d'un groupe. C'est difficile de s'individualiser trop, d'être trop en marge de ce qui se dit, par exemple, dire quelque chose qui ne correspond pas au politiquement correct, c'est très dangereux, hein, puisqu'on peut se faire assassiner sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, en disant non, on se positionne peut-être différemment du groupe, différemment, et donc on prend des risques. C'est ça, c'est pas être ou ne pas être, telle est la question, c'est en être ou ne pas en être, telle est la question. Je dirais, il y a un remaniement, et c'est pour ça que cette émission compte beaucoup pour moi aujourd'hui, c'est que ça définit vraiment ce que devrait être notre identité. Est-ce que notre identité, ça doit être d'être HPI ou que sais-je encore, ou TDAH ou je ne sais quelle autre manière d'être? Non, c'est un mouvement, encore une fois, on l'avait dit lors d'une émission précédente, c'est pouvoir accepter que on a tous des limites et que ces limites nous permettent d'habiter notre corps, d'habiter notre pensée et de la faire vivre. Donc voilà, beau sujet. Eh bien, on en parle avec vous. Est-ce que vous avez du mal à dire non? Est-ce qu'au contraire, c'est facile? Comment vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On va se retrouver dans un instant avec Michel, justement, qui a du mal à dire non. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8. Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Samuel Doc, nous allons nous dire non pendant 2 heures et puis peut-être qu'on se dira oui en fin d'émission. C'est Michel qui est avec nous. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour Michel. Le thème me parle beaucoup parce que longtemps je me suis fait croire que pour être aimé, pour recevoir de l'affection, pour recevoir et être dans la sécurité, je devais toujours dire oui à ce que l'on me demandait et même à ce que l'on ne me demandait pas. C'est-à-dire que je me suis adaptée complètement à ça. Que ce soit dans ma vie pro d'ailleurs ou dans ma vie personnelle. Et dans ma vie professionnelle, je suis allée jusqu'au burn-out, puisque vraiment c'était une incapacité totale à dire non. Et dans ma vie personnelle, je suis allée jusqu'à une maladie qu'on appelle le cancer. Voilà. Donc à partir de là, c'était des... écoutez, déjà bravo Michel, parce que vous semblez être assez lucide aujourd'hui sur votre parcours, et ça c'est déjà un bon point. Oui, tout à fait. Mais il a fallu effectivement ça pour que je puisse avoir les leviers, le pouvoir pour agir dessus. Et la première des choses, c'est apprendre à me respecter et donc à m'aimer. Et c'est aussi respecter l'autre, Ça, j'ai bien compris que se respecter soi, c'est-à-dire ne pas dire non quand
ne pas dire oui quand on a envie de dire non, c'est se respecter soi, mais c'est respecter l'autre aussi, parce que voilà. Donc j'ai mis ça, je suis allée vers ça, et puis maintenant chaque fois qu'on me demande quelque chose, je me pose un moment et je me dis, est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que c'est pas bon pour toi? Et si mon corps me dit c'est pas bon, j'y vais pas, quoi. Mais voilà, ça a été un sacré cheminement. Et c'est vrai que ce que vous disiez en introduction a fait beaucoup écho, quoi. C'était en fait, c'est pas la faute des autres. Je me rappelle au niveau professionnel, dans un entretien individuel où je me plaignais à mon responsable en lui disant tu me demandes trop, vraiment, t'as la logique paysanne, c'est-à-dire t'appuies sur le bœuf qui avance. Il me dit mais pourquoi je te demanderai pas? Tu ne dis jamais non et tu le fais toujours. Et là, il m'a renvoyé vers ma responsabilité, quoi. Oui, Quand oui, je suis sortie, je me suis dit, ouais, quoi. Oui, c'est toujours, c'est ce que j'aime bien quand on reçoit, par exemple, Jean-Charles Bouchou, qui dit toujours dans une relation avec un pervers, la victime est coupable à égalité parce qu'on accepte de subir et donc on subit. Hein. Mais je pense que comme beaucoup de femmes ou d'hommes, quand je dis femmes, c'est parce que vous êtes une femme, Michel, qui ont eu du temps de mal à dire non, c'est généralement parce qu'enfant, on est tellement à la recherche de l'amour de ses parents qu'on croit qu'il faut tout accepter, et il y a souvent au départ une enfance pas très bien traitée. Hein. Absolument. C'est ça. C'est ça. Ça fait écho à ce qu'un pédiatre anglais, Winnicott, appelait le faux self, c'est-à-dire une sorte d'hyper-adaptation de surface. C'est ça que vous décrivez, c'est un faux self, cette adaptation où on cherche à s'adapter, même à des choses qui ne nous conviennent pas du tout, pour avoir le sentiment de maintenir une sécurité, un soutien. On se plie, on se contorsionne dans tous les sens, mais ça ne marche pas. La question que j'ai envie de vous poser, Michel, c'est, après toutes ces épreuves que vous avez vécues, est-ce qu'aujourd'hui vous savez dire non? Oui. Oui, je sais dire non. Je sais dire non par rapport à ce que je disais, quoi. Je sais dire non par respect d'abord pour moi et puis aussi pour les autres. Absolument. Et surtout par respect pour moi, ouais. Mais c'est assez juste ce que vous dites, parce que hors antenne, tout à l'heure en arrivant, on se disait ça justement avec Brigitte, on se disait que c'est aussi respecter l'interlocuteur que de pouvoir lui dire quel est notre véritable désir pour que lui-même puisse ensuite se positionner. Tout à fait. C'est très juste. C'est exactement ça, ouais. Alors, comment vous avez appris, qu'est-ce qui vous a appris justement à pouvoir dire non aujourd'hui? C'est-à-dire de subir, de courber les chines à chaque fois par rapport à des actes ou des situations qui oui, non, mais ça a été la conséquence du fait de ne pas savoir dire non. Mais qu'est-ce qui vous a appris à dire non? Alors d'abord, vous avez réalisé que... J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à accepter qui j'étais. Avec ma part d'ombre, avec ma part de lumière, avec tout. J'ai appris à m'aimer de manière inconditionnelle, quoi. Et ce que je pense, c'est ce que je pense en l'instant, c'est pas la vérité, mais c'est en tout cas ma vérité. Et donc je l'exprime, j'ose le dire, j'ose parler. Voilà, ce qui m'a permis de dire non, c'est d'oser dire. Ça donne, je trouve, beaucoup de poids, ce que vous dites à l'introduction de Brigitte, c'est-à-dire qu'en réalité, notre manière de dire oui ou non ne parle pas de la relation à l'autre, mais de la relation avec nous-mêmes. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous vous êtes éloigné des autres pour vous rapprocher de vous. Oui. En tout cas, j'ai pas considéré l'autre comme un lien de dépendance ou d'interdépendance. Je l'ai considéré comme une présence dans la vie pour que moi, je puisse agir sur moi, pour que moi, je puisse... Mais c'était pas un ennemi, mais c'était un allié qui me permet, moi, de travailler sur moi, de comprendre et d'interférer sur ce que j'étais, sur ce que je voulais, sur ce que je pouvais faire. Et sur les personnes qui de toute façon ne peuvent pas entendre le non, qui sont extrêmement contrôlantes, eh bien ça peut être aussi un indice pour pouvoir peut-être mettre de la distance. C'est-à-dire que tout le monde ne sait pas, ça on l'a pas encore dit, tout le monde ne sait pas entendre le non. Il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Quand on ne supporte pas la frustration, on ne supporte pas le non. Hein. Et ça, j'ai bien compris que c'était leur problème et que c'était pas le mien. Et j'ai bien compris aussi que la dépendance n'était pas l'amour, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. Le lien de dépendance n'était pas du tout l'amour et que s'il n'acceptait pas le non,
Enfin, si elle accepte pas que je lui dise pas non, quoi. C'était vraiment son problème, et c'était à lui à travailler là-dessus, qu'il le veuille, qu'il le peut. Enfin, c'est pas mon problème. De toute façon, si on n'accepte pas le nom de notre partenaire, c'est que quelque part, on ne le prend pas comme un sujet, on le prend comme l'objet de notre propre désir. Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, la relation n'est pas une relation saine. Quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise non, c'est quelqu'un qui ne nous considère pas de toute façon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument entendre. Et encore une fois, si on a du mal à dire non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont certainement du mal à dire non, on peut pas apprendre comme ça de but en blanc à dire non. Mais il faut commencer à apprendre à ne pas dire oui tout le temps, systématiquement, et il faut juste déjà commencer à pouvoir dire laisse-moi le temps de réfléchir. Enfin, on peut trouver des phrases comme ça qui vont permettre de mettre un petit peu de distance entre le oui et le non. Et pour faire lien à ce que vous me disiez aussi tout à l'heure, qu'est-ce qui a été un déclencheur, c'est que j'ai bien compris, et je le dis d'ailleurs à la personne quand je lui dis non, je lui dis c'est pas contre toi, c'est pas du tout contre toi, absolument, c'est pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui rétablit, enfin qui oui. Et je ne sais plus qui le formule de cette manière-là. Ce n'est pas à toi que je dis non, c'est à ta proposition. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. Oui, tout à fait. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, à condition, encore une fois, que l'autre soit capable d'entendre. Hein. Exactement, et de se sentir assez en sécurité soi pour pouvoir porter son propre désir. Oui, mais c'est comme oser dire ça, c'est aussi avoir assez confiance en soi et avoir confiance en l'autre aussi, de la manière dont il le recevra. Mais c'est la confiance totale, c'est-à-dire comment qu'il le reçoit, ça sera bien. Finalement. Oui, mais quelqu'un qui est capable de nous dire non, au moins quand il nous dit oui, on sait que c'est un vrai oui. Tout à fait. C'est quand même plus sympa. C'est un cadeau. Tout à fait. Absolument. Ça, c'est... Bon, écoutez, merci de ce joli témoignage pour commencer une émission sur un sujet un peu délicat. Hein. C'est bien, bravo. Vous avez fait merci à vous. Un bon chemin. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre... Alors, on continue avec Garance qui est avec nous et qui va peut-être aussi nous dire si elle sait dire oui ou non. On fait une petite pause et puis on vous invite évidemment à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Samuel Doc aujourd'hui, psychanalyste, et je précise que la thérapie peut être un moyen aussi d'apprendre à dire non. Vous êtes notamment l'auteur de ce livre, Les chemins de la thérapie, c'est aux éditions Flammarion. Et nous retrouvons Garance. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Garance. Donc, c'était pas simple non plus pour vous de dire non. Non, du tout. Voilà, exactement, ce n'était pas simple de dire non. Et ça n'a pas été simple dès l'enfance, et forcément, ça s'est inscrit dans la durée. Dans mon couple, mon nom n'était jamais entendu. Qui me conduisait à devoir supporter des situations difficiles, parce que quand on dit non et qu'on le réitère et que pour autant la personne n'en fait qu'à sa tête, c'est exactement sur quoi vous avez fini avec la personne d'avant, sur le fait qu'on a l'impression de n'être qu'un objet. Voilà. Donc, c'est pas une impression. Si quelqu'un à qui vous dites non plusieurs fois ne veut pas l'entendre et continue à faire ce qu'il a envie, c'est qu'en effet vous n'êtes pas un sujet. Oui. Et c'est très juste, Garance, ce que vous dites, parce que vous savez, les deux patientes que j'ai en tête, avec lesquelles je travaille cette question du non, c'est la même chose pour elles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été entendues et respectées dans leur intégrité psychologique, et alors elles ont pensé que leurs paroles n'avaient pas d'importance, et elles ont renoncé quelque part à poser ce non. Donc je vous suis complètement sur votre propos. Voilà, donc c'est alors moi c'est pas que psychique, c'était y compris quand le nom était posé et que l'autre considérait qu'il avait quand même le droit de disposer de votre corps. Voilà, ça prend une autre dimension, mais
Ce que je crois qui est intéressant, et vous allez nous dire, vous si ça confirme ce que j'ai envie de signaler, c'est qu'à un moment donné, ça paraît moins compliqué de laisser faire que de s'opposer. Parce que ça demande peut-être moins d'énergie, moins de disputes ou de conflits, et donc on cède malgré soi. Et puis après, plus on a cédé, plus ça devient impossible de s'opposer. Alors, effectivement, il y a beaucoup de ça. Il y a le fait, ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, c'est que d'un point de vue émotionnel, parfois, on se trahit nous-mêmes, parce que quand finalement, on finit par lâcher, c'est une trahison que l'on se fait à soi, mais aussi parce que on a l'impression que c'est le prix à payer pour des miettes d'amour ou des miettes d'attention ou des voilà. Et donc, et oui, une fois que l'engrenage s'est mis en route, il est difficile de s'en extraire. Voilà. Le problème, c'est que ça implique alors à ce moment-là de refouler quand même beaucoup d'émotions personnelles qui peuvent rejaillir à d'autres moments sous la forme d'anxiété, de colère, de désir, même de représailles. Parfois, je l'ai observé cliniquement. On n'écoute pas assez ces émotions quand on ne dit pas non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mais tout à fait, d'avoir des moments où on perd pied et les autres ne comprennent pas nos réactions. Voilà, c'est cela qui se complique. Et après, comme la précédente personne, ça rejaillit sur des maladies assez importantes et durables. Enfin, vous voyez. Oui, le corps paye. Le prix à payer est fort, et c'est souvent le corps qui paye, oui. Bien sûr. C'est le corps qui vient fixer des limites, en réalité. Mais c'est vrai que je pense vraiment à cet exemple d'une patiente qui ne sait pas dire non, et on dit, mais pourquoi tu te mets en colère, toi qui es si gentil? Parce qu'elle refoule toutes ses pulsions, et ça mène à des situations bien sûr volcaniques. Oui, à un moment donné, ça explose. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, Garance, vous avez, on essaie de retrouver Garance avec un son un peu plus agréable. Aujourd'hui, Garance, c'est bon? Vous avez remonté la pente? Vous savez dire non? Alors, j'ai appris à dire non grâce à la thérapie. Donc voilà, grâce à la thérapie, j'ai appris à dire non. Je continue. Effectivement, c'est pas du jour au lendemain où on sait dire non. C'est une reconquête de son propre territoire. Et d'ailleurs, il faut faire attention, parce qu'on peut passer par une étape où on va systématiquement dire non de manière un petit peu violente, et c'est pas non plus. Ça prouve bien qu'on n'est pas encore guéri, parce que ça, c'est pas non plus la solution. Absolument, Brigitte, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est comme si on redevenait cet enfant entre 18 mois et 2 ans dont je parlais en préambule. C'est-à-dire qu'on repasse par le développement de l'enfant et on est dans un non très artificiel et très automatique. Je suis d'accord. Mais Garance, j'aime beaucoup votre formule de reconquête de son propre territoire, parce que c'est vraiment ça, la thérapie, vous voyez. C'est une belle formule que vous utilisez. Mais tout à l'heure, en introduction, Brigitte a dit quelque chose qui, parce que je l'ai écouté, qui de suite pour moi a fait sens. C'est la loyauté vis-à-vis de la mère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes, on le reçoit par éducation, où on nous dit on nous interdit de dire non. Mais je pense aussi que, bien malgré nous, dans la mesure où on voit nos mères, nos grands-mères se soumettre, on le perçoit ainsi, on se sent obligé de faire de même. On s'identifie, tout bêtement, Garance. On s'identifie en tant qu'enfant. Mais je pense, il y a l'identification, bien sûr, par rapport à la mère, mais aussi comme un devoir de loyauté. Elles n'ont pas eu cette possibilité, alors qu'après coup, avec la thérapie, on se rend compte qu'elles n'ont peut-être pas pu, mais elles n'ont peut-être pas voulu non plus. Et donc là, après, c'est tout le travail qu'on peut faire en thérapie. Mais le fait de se dire, puisqu'elles n'ont pas eu cette liberté, pourquoi moi je l'aurais? Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Garance, parce qu'on touche un sujet très 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 sensible, et je vais encore une fois mettre les pieds dans le plat. Et ce qui est ennuyeux aujourd'hui avec certaines féministes, c'est qu'elles sont tellement en colère de ne pas avoir su dire non, ou de pas avoir, d'avoir vu leur mère et leur grand-mère ne pas savoir dire non, qu'aujourd'hui elles disent des noms avec une telle colère que ça ne ressemble pas à des noms paisibles et qui sont la vraie manière de dire non. Je trouve que parfois tous ces noms actuels
sont presque trop, c'est-à-dire qu'on puisse s'opposer à être maltraité, je suis la première mais est-ce que pour autant on doit jeter toutes les autres en pâture? Je suis pas certaine, parce que à un moment donné, ça se retournera aussi contre nous, parce que moi je suis hétérosexuelle par exemple, et si je rentre dans cette dynamique de considérer que tous les hommes sont forcément dangereux et nocifs, je vais rester seule, parce que n'ayant pas de penchant homosexuel, je vais, si je respecte ce que je viendrai à crier à corps et à cri, je ne pourrai plus aller avec un homme. Donc je viendrai à me priver de quelque chose. Et voilà. Oui, et puis ça parle là encore de ce que nous disions en introduction, c'est-à-dire que parfois il est plus facile de se positionner en tant que victime que de reconnaître ses propres responsabilités, ses propres paradoxes, ses propres désirs. Moi j'ai travaillé avec des néo-féministes, je peux vous le dire, et j'ai vu qu'en fait elles maquillaient dans des noms revanchards des impuissances, en fait, des incapacités. Et lorsque cela se passait mal, effectivement, et il y a ce joker, je suis victime, et qui ne fonctionne pas toujours. Donc, je rejoins ce que vous dites, oui, je crois que les antagonismes ne nous rendent pas service. Non. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, il faut être dans le juste milieu, savoir dire non de manière aimable et pas dire non de manière agressive, pour être entendu dans son nom. Et ça... Oui. Alors moi je vais prendre, je ne veux pas du tout de valoriser ni rien, c'est le cas. Voilà, moi je suis restée 30 ans avec un homme qui, mon nom ne le respectait pas, y compris pendant mon sommeil. Donc qui m'a rendu des nuits parfois très très compliquées, avec des réveils, vous imaginez, pas forcément agréables. Pour autant, oui. Dans la mesure où nous avons eu des enfants ensemble, je fais la part entre son comportement en tant qu'homme et en tant que mari et le fait qu'il soit le père de mes enfants. Et le nom, je l'ai positionné vis-à-vis de mon mari, puisque j'ai demandé le divorce et que nous sommes divorcés à présent. Mais je continue de le voir régulièrement parce qu'il est le père de mes enfants et que si je rejette la totalité de ce qu'il est, j'envoie un message à mes enfants: la part que tu portes en toi de ton père, elle est mauvaise. Et donc, j'aime trop mes enfants pour pouvoir leur renvoyer ce message-là. Mais c'est un travail, effectivement, qui demande beaucoup de prendre sur soi, de poser des choses et de faire la part entre vous avez fait qu'est-ce qui appartient de l'homme et qu'est-ce qui appartient du père. Vous avez fait une bonne thérapie. Vous avez su trouver encore une fois la capacité de trouver la juste part des choses. J'allais en profiter pour proposer un petit exercice concret à nos auditeurs. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais une petite idée aussi pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal. Moi, ce que je peux conseiller, alors c'est plus proche de la psychologie cognitive que de la psychanalyse, mais c'est de prendre son portable avec le mode vidéo, de se filmer et de s'adresser à soi comme un premier autre et de se dire aujourd'hui, par exemple, Garance, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Sur quoi est-ce que tu es prête à céder? Sur quoi tu refuses de céder? Et de garder cette vidéo, de la re-regarder pour de se souvenir de l'endroit où se trouve son désir, de ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Se considérer comme son premier autre. Et ça marche plutôt pas mal. Franchement, ça marche plutôt pas mal. Je n'ai pas fait cet exercice avec une vidéo parce que je vous avoue que j'y avais même pas pensé. Moi, je suis de la génération où on écrit. C'est à ça que je sers. Et voilà. Mais d'autres idées. Gratter du papier et des cahiers. Et j'ai comme ça des feuilles volantes que de temps à autre, parce que je vais pas relire tous mes cahiers, où je note. Et quand je sens que il y a un petit fléchissement, vous voyez, je vais relire ces feuilles-là où je me remets au centre de la question. En fait. C'est intéressant et bien sûr. Et moi, je suis auteur, donc bien sûr, je vous rejoins. Mais parfois, c'est bien de se voir aussi, de voir son regard, de voir son expression faciale lorsqu'on se parle à soi-même, pour se rappeler qu'on est précieux et qu'on ne peut pas se laisser engloutir dans le désir de l'autre. Le visuel. Oui, mais alors moi, le visuel, vous voyez, je l'ai travaillé en ayant un engagement associatif où pendant des années, en fait, je n'étais que très rarement prise en photo. D'ailleurs, j'ai une mère qui n'est pas capable de me donner des photos de moi enfant. Voilà, vous voyez, j'ai touché quelque chose sur votre image. Et en prenant un engagement associatif, il y a eu forcément des photos, tout le monde diffusant. Et je vous avoue que les premières fois, je n'arrivais même pas à me reconnaître, alors que j'avais 40 ans passés. Et de me dire, mais en fait, c'est toi sur la photo.
Donc ça rejoint ce que vous dites sur le travail. Faites ce petit exercice. Faites ce petit exercice. Essayez-le, je vous assure. Je suis sûr que vous pouvez vous voir et vous rencontrer. Essayez. Et ce sera encore plus facile de vous affirmer. En tout cas, merci de cet échange, Garance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Garance. Merci à vous. Et on continue avec Christophe qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Christophe. Alors, est-ce que vous aimez qu'on vous dise non ? J'aime bien la manière dont je pose la question. Oui, non, mais j'ai compris, oui. Je vais dire non, parce que ça fait pas vraiment plaisir, mais des fois, il faut le savoir l'entendre. Bah oui, de toute façon, si vous m'aviez répondu oui, je ne vous aurais pas cru, Christophe. Est-ce qu'on peut aimer ? Non, mais sincèrement, est-ce qu'on peut aimer qu'on nous dise non ? Non, mais après, sur le retour, entre guillemets, on peut se dire que... Oui. Après, voilà, sur le moment, c'est sûr que ça on va dire. C'est jamais très agréable de... Voilà. Ouais, excusez-nous Christophe, mais on a un assez mauvais son. On va essayer de résoudre ce problème parce que là, on vous entend très très mal. Oui, c'est jamais très agréable de s'entendre dire non. Non, bien sûr. On garde des traces de l'infantile toute notre vie, de ce moment où nous étions enfants et où nous espérions que nos désirs soient satisfaits. Je veux dire, quand nous naissons, quand nous venons au monde, nous sommes des êtres de manque, des êtres de dépendance. Donc, bien sûr qu'on n'aime pas quand on nous dit non. Et pourtant, et vous l'avez très bien dit Brigitte, le non nous permet d'habiter notre corps, d'habiter notre désir. On en a besoin, même si c'est pas facile. Alors, on a résolu le problème de Christophe. C'est bien, ma réalisatrice a dit oui et elle a fait son travail. Merci, merci beaucoup. Alors, Christophe, donc vous avez répondu à la première question sans tomber dans le piège. Hein. Vous l'avez remarqué, il était gros, hein, le piège quand même. Ouais, c'est un fossé. Oui, c'était un fossé, oui. Vous m'auriez répondu non, ça ne me dérange pas. J'en aurais déduit que vous ne savez pas dire non. Vous voyez, j'aurais pu avancer comme ça. Allez, on va passer à une autre question. Est-ce que depuis MeToo, vous osez draguer ? Je suis déjà marié, je suis en couple depuis bien avant MeToo, et draguer, c'est un peu oublié en fait. Alors du coup, je peux pas vous répondre. Donc vous ne draguez pas depuis que vous êtes marié. On va dire je reste, change de sourire, voilà. Oui. Ne me dites pas que vous ne regardez plus les femmes, je ne vous croirais pas non plus. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne draguais plus. D'accord. Juste avec les yeux, vous pouvez. Voilà. D'accord. Et alors, dernière question. Qu'est-ce que vous préférez chez votre femme ? Alors, qu'est-ce que je pourrais préférer ? Son caractère. Pardon, son sac ? Son caractère. J'ai compris son sac. Son caractère, c'est trop vague, ça. Moi, je veux une réponse plus précise, vague, Christophe. Le fait qu'elle sache ce qu'elle veut. Ah, d'accord. Donc, c'est une femme qui domine un peu. C'est vous qui avez du mal à dire non ? Oui. Là, dans le couple, oui. Dans le couple, c'est plutôt elle qui décide. Et ça vous plaît ? Tant que vraiment, il faut vraiment que ce soit non mais attendez, de ce que je pense. Oui, non mais c'est un certain confort d'être avec quelqu'un qui décide beaucoup pour nous. C'est finalement un certain confort. On n'a pas trop à se positionner. On sait très bien que parfois dans les couples, alors dominant-dominé, ce serait peut-être un peu trop fort, Christophe, mais c'est le dominé finalement qui a le pouvoir. Exactement. Un est leader et l'autre moteur, et les deux fonctionnent en binôme. Je suis d'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Samuel Doc, il vous écoute, Christophe. Après, je sais pas si je vais vous poser une question. Après, quand on est victime entre guillemets, d'une accusation à tort, comment on peut s'en remettre ? Oh là là, ça c'est très dur comme question, et parce qu'évidemment elle convoque le droit en réalité. J'ai le sentiment, et je vous réponds sans doute de manière beaucoup trop ramassée, que lorsqu'on fait l'objet d'une accusation à tort, parfois pour le coup la justice joue un grand rôle, avec notamment la notion de procédure abusive, la notion de diffamation. Et Brigitte évoquait MeToo, on l'oublie parfois. On parle souvent, quand une personne est accusée par exemple de harcèlement sexuel, de viol ou quoi, lorsque la justice fait son travail et que la personne en fait est blanchie et qu'on se rend compte qu'elle est innocentée. Par contre, on n'en parle pas autant que lorsqu'on parlait des accusations. Donc là, à ce moment-là, ça on en parle moins. Moi, pour le coup, je crois vraiment à la justice, et faire valoir le fait que on ne peut pas accuser une personne comme ça de manière abusive.
et que ça peut offrir un vrai support. Après, bien sûr, il y a la thérapie, mais c'est une chose terrible, c'est une injustice terrible que d'être accusé à tort. Et pour s'en remettre, il faut que la loi intervienne, je crois. D'où la nécessité de continuer à essayer que la présomption d'innocence fasse loi. Crucial. C'est crucial, mais actuellement un peu les réseaux sociaux ont tendance à juger avant la justice d'une manière assez péremptoire. Hein, donc c'est un peu embêtant. Et je pense que Christophe, dans ces cas-là, quand on est accusé à tort, je crois que les proches jouent un rôle essentiel. C'est-à-dire que si on sent que les proches croient à notre innocence, on doit s'en sortir à peu près bien. Si en plus on a des proches qui nous lâchent un peu, je crois qu'on peut vraiment sombrer, me semble-t-il. Mais c'est une question extrêmement difficile, c'est vraiment une des questions les plus difficiles que j'ai entendues sur ce plateau, parce qu'elle convoque vraiment le droit, la psychologie, la sociologie, comme le dit Brigitte en parlant de l'opinion des gens sur les réseaux sociaux. Donc oui, j'espère que ce n'est pas ce qui vous arrive actuellement, en tout cas. Joker. Allez, merci. Joker, vous dites ? Ah, ok. D'accord. Bon. Bon courage, Christophe. Oui. Bon courage. Prenez bien soin de vous. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Live, réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Est-ce que vous savez dire non ? C'est notre sujet du jour avec Samuel Doc qui est avec nous, psychanalyste. Et je rappelle votre dernier livre, L'enfant thérapeute, aux éditions Plomb, où vous racontez, vous aussi, une enfance assez traumatique, assez difficile. La preuve, on peut s'en sortir et vous en êtes la preuve. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Alors vous saviez pas dire non parce que vous aviez bien l'impression que si vous disiez non, on vous aimerait moins. Et ça, c'est très fréquent, évidemment, ce sentiment. Oh oui, et puis on m'avait inculqué que il fallait être le plus sage possible, le plus lisse possible, pour être une bonne petite fille. Et je pense que la base, elle est là, en fait. Et derrière, en fait, je me rendais même pas compte il y avait des moments où je devrais dire non. Donc, quand j'étais petite, ça ressortait par parfois des crises de colère, parce que sûrement je devais pas exprimer ce que j'en sentais, et à un moment il fallait que ça sorte, donc ça sortait de cette manière-là. Et à l'âge adulte, en fait, pendant très très longtemps, je me suis pas rendu compte que je disais oui tout le temps. Donc, quitte à ce que ça me convienne pas, quitte à me mettre en quatre et à chambouler mon organisation personnelle pour pouvoir satisfaire des demandes ou des choses comme ça. Et puis dans ma vie privée, c'est vrai que je disais jamais non. Et je disais pas, non seulement je disais pas non, mais je disais pas quand ça ne me convenait pas. Parce que c'est aussi deux choses différentes selon moi. C'est savoir dire non, mais c'est aussi dire quand ça me convient pas. Et j'ai à peu près réussi maintenant à le mettre en place à titre personnel. Parfois ça m'est difficile, mais j'essaye de le faire. J'ai lu un livre qui était, alors je suis désolée, c'est pas le vôtre, mais j'ai lu à l'époque un livre qui m'avait fait beaucoup de bien, même s'il est assez vulgarisé par certains aspects. C'est le livre de Thomas d'Assenbourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Oui, c'est un livre assez populaire, mais qui est assez juste. Oui, c'est bien. Voilà, et moi, en fait, ça m'a donné des clés, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, et ça m'a donné des clés. Et j'ai réussi à le mettre en place à titre personnel. Par contre, à titre professionnel, c'est beaucoup plus difficile. Les enjeux sont pas les mêmes. Alors, pourquoi c'est plus difficile ? Alors, vous m'avez dit aussi une chose, que c'était encore assez difficile par moment. Donc, vous allez me répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qui est encore difficile par moment, et pourquoi c'est plus difficile professionnellement ? Alors, c'est encore difficile par moment parce que j'ai encore parfois ce sentiment qu'on va moins m'apprécier, ou qu'on peut potentiellement me rejeter parce que je vais dire non, ou parce que je vais pas être d'accord. Et sur le plan donc ça c'est sur le plan personnel, on va dire, et sur le plan professionnel, il y a cette culture de
du respect du patronariat, du respect du patron, du respect du responsable, et un peu comme si c'était à la personne en face de devoir savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et non pas comme si c'était à moi de mettre des barrières. Oui, c'est très vrai ce que vous dites. Oui. Ça, c'est la difficulté à se positionner en tant qu'adulte face à un autre adulte, sans doute. Aussi. Et placer l'autre presque dans une position parentalisée, si je puis dire. Ce qui parle, je crois, d'un sujet important, par-delà la quête d'amour dont vous parlez, c'est la crainte de sa propre autonomie. Et alors, qu'est-ce que je désire? Comment atteindre mes désirs? Ça peut faire peur aussi, ça peut dissuader. Et c'est ainsi qu'on s'en remet à l'autre et qu'on épouse le désir de l'autre. Alors, je suis pas tout à fait sûre que ce soit très. Alors, sur le plan privé, oui, parce que pour moi, c'était le couple, le cocon, etc. Voilà. Ça, tout à fait. Sur le plan professionnel, c'est vraiment plus du respect, et puis de me dire si jamais. Pourtant, j'étais capable de me positionner sur certaines choses en disant, non, je trouve qu'on devrait privilégier ce client-là plutôt qu'un autre, etc. Mais dès que ça touchait à mon rôle en tant que salarié, en tant que collaborateur, là tout de suite c'était beaucoup plus difficile pour moi de me positionner. Et ça m'est arrivé très rarement de dire là stop, là je suis pas d'accord, à tel point que ça m'a causé des soucis de santé. Et quand une fois j'ai pris vraiment mon courage à deux mains, parce que pour moi la coupe était vraiment ultra pleine, et j'ai dit là je trouve que c'est injuste. Pour moi, c'était déjà un énorme effort, et pour arriver à ce que je dise que c'était injuste, il fallait que vraiment ça soit allé beaucoup trop loin. Alors que d'autres auraient réagi bien avant. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile, parce que quand on attend trop, eh bien, on va réagir d'une manière un petit peu surdimensionnée. Mais il me semble que c'est votre respect de la verticalité, pour utiliser un symbole assez général et qui est encore très fréquent. En même temps, l'horizontalité, ça marche pas non plus, donc c'est compliqué. Mais je crois que c'est dès le départ qu'il faut arriver en effet à se positionner, ce qui n'est pas facile. Et on est des êtres qui sentons, à qui on a affaire. Et si on sent qu'on peut vous imposer les choses, on vous les impose. C'est tout le problème. Oui, sûrement aussi, effectivement. Et typiquement, enfin, on le voit aussi dans une équipe. Et c'est pas pour autant que j'arrivais à réagir, mais on voit aussi dans une équipe que pour d'autres ça se passe beaucoup mieux, alors qu'ils se gênent pas pour effectivement se positionner, et que vous qui ne faites pas de vagues, vous positionnez moins, et à la limite allez être plus facile dans le monde du travail, ça va pas forcément vous servir. Exactement. Bon, en tout cas, merci Karen de ce témoignage. Pour l'instant, on a surtout eu des femmes. On va voir si les hommes ont aussi du mal à dire non. Évidemment, on peut bien imaginer qu'il y a des hommes qui ont du mal à dire non. En tout cas, on vous invite à réagir après les infos. 0826 300 300, je vous rappelle notre numéro. Et puis, une petite devinette, Samuel Doc. Pourquoi certains hommes ne veulent pas être l'ami d'une femme? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Voilà. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, surtout si vous avez du mal à dire non, pour qu'on essaye aussi de vous guider un petit peu sur ce chemin-là. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 11h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Samuel Doc, docteur en psychopathologie clinique et également auteur de nombreux ouvrages. Je rappelle le dernier, L'enfant thérapeute, aux éditions Plomb, dans lequel vous racontez justement en quoi vous avez été un enfant victime qui donc a voulu sauver sa maman, et puis aujourd'hui vous sauvez vos patients. Enfin, en tout cas, vous essayez et vous essayez d'aider les auditeurs à pouvoir dire non. Alors, avant de donner la parole à Paul, c'est bien, on a un homme qui nous appelle. Pourquoi certains hommes refusent d'être l'ami d'une femme ?
Alors j'avoue, je sèche totalement, comme d'habitude, Brigitte. Je n'ai pas la réponse. Eh bien, tout simplement parce qu'ils aspirent à être leur amant. Ah, j'ai pas osé la dire, ça m'avait traversé l'esprit. J'aurais dû. Vous auriez dû. Il faut oser. Pour une fois que je l'avais, alors, oui. Et puis non. Oui. Non, mais et c'est pas faux d'ailleurs. Bon, là, c'est évidemment une devinette, histoire de faire sourire, mais c'est pas faux. Quand on est trop longtemps l'ami d'une femme, c'est très compliqué de devenir son amant. Il vaut mieux ne pas passer trop par cette case amitié. Bonjour Paul. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Paul. Merci d'être avec nous Paul. Alors vous avez envie d'être gentil parce que vous aimez bien faire plaisir, hein, c'est ça? Exactement, oui. Alors c'est encore un peu autre chose ça, hein, peut-être. Enfin racontez-nous. Oui, donc là, moi, je suis une période de ma vie où je suis à la retraite depuis 1 an. Je change de région parce que je suis allé retrouver ma région natale et accompagner mes parents en fin de vie. Donc, il y a beaucoup de changements. Changement de région, j'ai plus mes enfants, petits-enfants, changement de boulot, etc. Et puis là, j'ai rencontré il y a 8 mois une compagne, donc une nouvelle vie de couple. Et puis, parfois, pour lui faire plaisir et peut-être qu'inconsciemment avoir certaines peurs, si par exemple elle me dit tiens cet après-midi est-ce que tu peux m'accompagner chercher ma maman pour aller au garage et tout, j'ose pas dire non alors que j'ai encore tous mes cartons à ranger, que ça fait 7 mois que j'ai pas fait, etc. Et donc j'ai l'impression que j'arrive pas à dire non et que je pense que le non est négatif alors qu'il me semble que là en l'occurrence le non c'est plutôt un oui à autre chose puisqu'il y a autre chose à faire mais de peur de décevoir cette nouvelle compagne, cette nouvelle vie, et je n'oserais pas dire non alors qu'il y a autre chose à faire pour que je sois mieux et plus présent avec elle après. Voilà, oui, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien là, vous êtes un peu déraciné, vous avez cette femme qui est importante parce que c'est un lien qui est fort dans le sens où vous en avez perdu beaucoup de liens, hein, puisque vous êtes éloigné de votre famille. Et peut-être que inconsciemment, si vous lui disiez non, vous auriez peur de la perdre. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, non? Oui, c'est vraiment ce qu'on entend avec cette idée aussi d'une sorte de nouvelle page à écrire, mais comment? Comment, avec quelle plume et quelle encre avez-vous envie d'écrire cette nouvelle page de votre vie qui se tourne? Exactement, c'est tout à fait ça, surtout que c'était déjà après un divorce, donc ça y est, on avait tourné la page, mais là, je voudrais réussir, je suis dans le même état d'esprit que la première fois, vouloir le réussir et pas louper, donc faut tout bien faire pour que cette vie de couple, c'est la bonne jusqu'à la fin de ma vie, c'est en tout cas ce que j'espère. Alors, déjà, moi je crois que c'est vraiment important quand on démarre une relation de poser quand même tout de suite ses limites parce qu'après c'est plus compliqué. Alors peut-être que il faudrait savoir si vous lui demandez de venir vous aider à déballer les cartons, elle viendrait aussi. C'est exact. Donc je pense que c'est quelqu'un qui viendrait, quoi. Oui. Bon, donc déjà ça c'est plutôt un bon point. Ça veut dire que il y a peut-être un échange de bons procédés. Donc là, à ce moment-là, c'est déjà moins embêtant. Mais qu'est-ce que vous risquez de lui dire que vous êtes pas tout à fait disponible? Parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus romantique de l'accompagner pour qu'elle conduise sa maman. Enfin, je veux dire, au début d'une relation, il vaut peut-être mieux se consacrer à des choses plus comment dirais-je, plus fun sur le plan de l'amour. On est tout à fait d'accord, mais là c'était l'introduction aussi avec sa maman, pas donner l'impression que je veux pas voir sa maman, des choses comme ça. Vous voyez, effectivement, je pense que c'est profondément inconscient. Donc lui faire plaisir à elle, faire plaisir à sa maman, alors qu'il y avait autre chose à faire et que je peux la retrouver dans d'autres conditions ainsi que la maman, quoi. Mais voilà, il y a cette petite hésitation, cette petite peur que je perçois inconsciemment. Mais là, aujourd'hui, j'ai réussi à dire non. Bravo. En disant tiens, je propose ça. Il y a d'autres fois, j'y suis pas arrivé, et aujourd'hui, j'ai dit écoute, tu y vas et tu reviens, et puis on se retrouve après, et on va aller faire quelque chose dans une association là qu'on avait prévu, et on se retrouve. Quoi. Oui.
Pardon. C'est un véritable effort. C'était encore un effort. Mais oui, j'entends cet effort que vous faites, Paul, et justement, vous dites que vous voulez tout réussir, je vous cite, vous voulez tout bien faire jusqu'à la fin de votre vie. Mais ça, c'est pas possible. On peut pas avoir le contrôle sur l'ensemble de notre destinée, sur l'ensemble de notre existence. On peut pas tout réussir. Parfois, il faut accepter qu'on peut se tromper, qu'on peut faire de mauvais choix, et que ce n'est en aucune façon le fait de dire oui à tout ou presque tout qui va vous faire lâcher cela. Vous voyez, ce n'est pas un gage que vous aurez la vie que vous voulez absolument. Paul, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez bien, et peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous faire aider en ce moment. Quand on change comme ça de vie, c'est quand même un changement assez brutal dans ce que vous racontez, eh bien, on perd un petit peu de ses capacités à être adulte, et on retombe un petit peu dans cette position infantile, c'est-à-dire qu'on est un petit peu plus fragile sur le plan psychique. Vous voyez ? Et donc, c'est peut-être important que vous compreniez bien ça, de manière à vous protéger de vous-même. Je suis complètement d'accord avec vous, dans le sens où on me dit t'es perfectionniste, et je suis. Et dans cette période-là, c'est sûrement un peu risqué. C'est d'ailleurs pour ça que je me fais suivre par un coach de vie. Voilà, j'ai pris conscience de cette fragilité, comme vous dites. Bon, mais ça, c'est bien. Si vous en êtes conscient, c'est déjà bien. Le perfectionnisme, ça va, vous savez, avec le désir de contrôle que j'évoquais justement. Les deux sont complètement jumelés et on les remarque toujours. Peut-être une petite idée à vous soumettre, Paul. Vous pouvez vous en emparer ou pas, et nos auditeurs aussi. C'est peut-être que là, vous pouvez réapprendre justement à poser ce non en commençant à dire non à des choses anodines ou à des personnes, par exemple, inconnues qui ne vous touchent pas, et vous dire, tiens, demain, je vais réussir à poser 3 noms, mettons, et je vais tenir bon, et je vais le faire, et je vais pas me sentir coupable. Et sur des petites choses, j'insiste, pas sur des grandes décisions qui impliquent votre compagne. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, votre cerveau va traiter différemment l'information et va se rendre compte peu à peu que ce n'est pas dangereux de dire non. Et il va y avoir un réapprentissage de cette possibilité à fixer des limites. Mais il faut partir petit pour pouvoir ensuite faire des choses plus profondes. Vous comprenez ? Alors, je voudrais être sûr de vous avoir compris. Vous pouvez donner par exemple 3 petits exemples. Je veux bien ne pas être perfectionniste. Oui, par exemple. Comment ne pas être perfectionniste Comment ne pas être perfectionniste J'ai du mal. Alors ça, c'est un gros. Sur la question du perfectionnisme, moi j'étais surtout sur la question du non. Dites-vous, je vais plutôt que de considérer le non comme un obstacle, dites-vous demain, par exemple, et tous les jours de la semaine, je vais m'emparer d'occasions de dire non, et je vais chercher des occasions de dire non. Vous comprenez ? Si on vous demande vraiment, est-ce que ça vous embête de me laisser la place ? Vous allez dire oui, ça m'embête. Voilà, vous allez réussir à poser votre limite. Si ça m'embête pas. Eh ben, il faut apprendre à dire non. Voilà. Là, c'est pour travailler. C'est un entraînement. Enfin, faites quand même attention qu'il n'ait pas un couteau dans sa poche. Mais vous avez compris, nous, dans notre jargon, on appelle ça augmenter le seuil d'imprédictibilité, c'est-à-dire pouvoir accepter l'imprévu, accepter de fixer des limites sur des petites choses. Est-ce que ça vous embête si je vous rends pas la monnaie ? Non, ça m'embête. Dites-vous non, et j'insiste sur ce point. Créez des occasions de dire non. Faites de ce non une chance. C'est un réapprentissage que je vous propose. Je comprends, parce que j'avais un métier où il fallait être... c'était des problèmes de sécurité, donc on blaguait pas avec ça. Donc j'ai peut-être un réflexe de vouloir du coup tout contrôler par sécurité. Mais j'entends le mot contrôle. Il est fort dans votre... Un réflexe de vouloir tout contrôler, ce qui par contre là n'est pas positif, mais tout à fait inconscient, parce que dans mon métier, dans l'aéronautique, fallait pas que les avions tombent, donc là on plaisante pas. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Voilà, exactement. Et du coup, moi, là, on plaisante pas, donc il faut tout contrôler, parce que sinon, il va arriver quelque chose. Bien sûr, oui. Mais là, vous pouvez lâcher un peu. Et alors, moi, je peux donner un petit truc tout bête quand on est perfectionniste, c'est faire exprès de laisser une chaise de travers ou et alors ça enfin moi je suis un peu perfectionniste. Non, mais je suis un peu perfectionniste, donc tout est toujours assez bien rangé chez moi, et je fais exprès parfois de laisser du désordre et de me dire non, ça suffit, c'est très bien comme ça. C'est très bien. Et ça nous habitue quand même à accepter qu'il y ait un peu de choses qui soient pas totalement parfaites, et ça fait du bien, Paul, je vous assure. Même si on va regarder 3 fois avant d'accepter que ce soit comme ça. Je vous assure.
Mais donnez-vous du souffle. Donnez-vous du souffle en lâchant sur ce contrôle et j'insiste sur des petites choses qui auront de grandes conséquences. Merci Paul. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis n'oubliez pas de vous envoyer en l'air, hein. Ça c'est autre chose. Pour l'aéronautique. Vous avez compris. Merci Paul. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici, des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Doc, psychanalyste aujourd'hui, et nous évoquons le savoir dire non. Je crois qu'on l'a entendu depuis 14 heures. Hein. On apprend à dire non, c'est pas naturel. En fait, je crois. Hein. Oui, tout à fait. C'est une vraie construction presque sociale. Quand vous parliez de ces petites filles et de ces mères qui apprennent à leurs enfants à ne pas dire non, c'est effectivement, il y a un vrai côté groupal, collectif. Je suis d'accord. Oui. Tania, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour Tania. Bon, je rejoins ce qui a été dit en partie, hein, que c'est pendant l'enfance, l'éducation qu'on nous demande, l'obéissance, voire l'allégeance, le respect des aînés. Alors effectivement, le respect c'est tout à fait normal, hein, c'est une valeur et c'est tout à fait normal, mais quand c'est pas dans l'excès. Et en plus, c'est vrai que j'ai été élevée en partie, on va dire, chez les sœurs, donc jusqu'au bac. Oui, là. Voilà, j'ai eu une petite période où j'étais insolente et bien évidemment, les punitions étaient écrites sur le carnet de correspondance et mon père disait et je vous remercie de bien vouloir punir ma fille à hauteur de ce que vous jugerez, quoi. Donc cette période d'insolence a vite été, je l'ai vite arrêtée, hein, sincèrement. Et puis, alors, est-ce que vous, comment vous le diriez aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez arrêté en apparence parce que vous êtes suffisamment maligne pour pas être puni, ou est-ce que vous l'avez arrêté en profondeur? Alors j'ai eu l'impression d'être plus sage, mais dans le sens de la sagesse et de l'apprentissage. Mais en fait, je me suis éteinte. J'ai commencé à m'éteindre. D'accord. C'est ça qui est ennuyeux, parce que on peut très bien dire, ok, en apparence, je suis devenue obéissante, et puis au fond de soi, on reste une rebelle. Ce qui est embêtant, c'est quand en effet, vous l'avez dit, on s'éteint. C'est ça. C'est ça. Et puis j'ai cru reprendre mes ailes. Alors je ne savais pas ce que je voulais faire déjà dans la vie. Donc vous voyez, j'étais vraiment assez éteinte. Et du coup j'ai suivi les conseils de mon père. Donc bon voilà, il l'a fait de bonne volonté. Hein. Et quand il m'a proposé les formations, déjà j'ai pas dit non. J'ai pas du tout cherché. Ça avait éteint vos propres désirs. Ah, complètement. Pour revenir à ce que dit Samuel depuis tout à l'heure. Ne jamais céder sur son désir. On est coupable lorsqu'on cède sur son désir, tout à fait. Exactement. Et puis à un tel point que j'ai mis des années à savoir ce que j'avais envie. Une fois j'ai eu une idée de formation, je me suis dit tiens, je serais bien architecte ou compagnon de France, et j'ai pas osé demander à mes parents parce que j'avais fait déjà 2 années d'études. Donc vraiment l'expression de moi était éteinte. Hein. C'était vraiment. Ouais, donc vous choisissez un métier. Enfin, c'est votre père qui choisit le métier. Exactement, voilà. Après, j'ai choisi un compagnon dans le même format, on va dire, que papa. Donc avec pas trop de possibilités de m'exprimer, mais je l'ai choisi. Voilà, c'était un choix en me disant, réagis pas trop, t'as envie de faire ça, écoute, la prochaine fois tu le feras. Mais en fait, tu le fais jamais. Et je trouve que mon cerveau a adopté un schéma qu'il a gardé pendant des années, hein, parce que moi je suis en 70, et en fait cet inconfort presque il est tellement naturel qu'on va pas chercher plus loin. Oui, mais on s'adapte, le faux self, qu'on prend et qui finalement devient presque naturel, alors qu'au fait c'est une adaptation pour ne pas être bridé, pour ne pas être puni, pour plaire, pour faire plaisir, oui, surtout dans un monde très individualiste, comme on l'a dit en préambule, où on recherche plutôt le confort et à ce que ce fameux je, ce fameux moi, soit le plus épanoui possible, le plus soi possible, le plus puissant possible. Bien sûr, je suis d'accord avec vous.
Et donc voilà, donc je m'en suis rendu compte quand à un moment donné je me suis épuisée et que finalement le couple ne fonctionnait plus, parce qu'effectivement j'étais plus que finalement un peu l'ombre de moi-même, hein, sincèrement. Donc forcément je n'apportais plus rien au couple, et moi je ne me réveillais pas. Voilà. Et puis quand le corps parlait, mais je disais oui, voilà, c'est un peu d'énervement, un peu d'eczéma, mais bon, c'est pas grave. et puis voilà, et puis la séparation a fait du bien, mais j'ai quand même mis longtemps à retrouver mes désirs d'avant. Déjà, quand j'exprime quelque chose, quand on pose une question, par exemple, tout de suite, moi, je suis quelqu'un de spontané. J'avais perdu un peu cette spontanéité. Et puis maintenant, je me dis, finalement, soit j'analyse, soit je suis spontanée, mais je préfère la spontanéité. Je me dis, oui, finalement, c'est ma première idée. Mais on l'entend, hein, vous avez une voix de quelqu'un quand même assez ouverte, hein, donc je suis pas trop inquiète. Alors, il y a un petit conseil que je peux donner, pas forcément pour vous, puisque vous avez visiblement renoué avec vos désirs et votre élan vital, mais pour les personnes qui se sentent un peu éteintes, moi, je les invite à regarder des photos d'elles enfants. Et parce que l'enfant, lui, malgré tout, même si ses parents essayent de le brider, il a cette ouverture, cette envie de découvrir, de découverte. Et donc, en regardant des photos de soi enfant, il peut nous revenir certains de nos désirs. Absolument, Brigitte, très touchée de vous entendre parler de cela. Ça me fait penser au travail de Christine Olivucci qui a écrit un livre qui s'appelle « Ces photos qui nous parlent ». Ces photos nous parlent, elles nous parlent de nous, de qui nous étions, de ce que nous aimions. Donc oui, je trouve que c'est un conseil magnifique que vous donnez aux auditeurs. Merci. Vraiment. Et donc aujourd'hui, ça y est, vous êtes en accord avec vos désirs ? Exactement. Vous avez changé de métier ? Oui. Plus ou moins, oui. Je me suis formée effectivement et j'ai fait du développement personnel, mais effectivement j'ai changé de métier et puis surtout j'ai retrouvé le sens et tout est lié parce que pour retrouver un nouveau métier, il faut que vous ayez votre propre sens. Voilà, ce qui vous aligne. Et en fin de compte, c'est ça, c'est la pleine expression de vous. Et c'est là où vous pouvez être que la meilleure version de vous-même, je dirais en fait. Oui, mais oui, après, peut-être aussi, vous savez qu'on se libère quand on considère qu'il n'y a pas de meilleure version de soi-même, qu'il y a des versions de nous-mêmes qui changent, qui évoluent en fonction de nos interlocuteurs, de nos moments, de nos émois, de nos affects, et qu'on est sacrément libre quand on renonce à être une sorte de meilleure version de soi. Lâchons-nous, laissons-nous un peu en paix. Tania, je suis sûre que toutes les versions de vous valent la peine d'être connues. J'en suis sûr. Merci. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Soyez peut-être dans la douceur vis-à-vis de vous-même. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais... Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Samuel Doc, évitons les pauses inutiles. C'est vrai que les femmes, à la différence des hommes, ne reprennent pas là où elles se sont arrêtées. C'est peut-être moins vrai pour les hommes, bien que je pense qu'un homme qui tout d'un coup s'arrête, perd son érection, aura peut-être du mal à la retrouver tout de suite. En tout cas, si vous vous arrêtez, la femme retourne très vite à la case départ, voire elle va débrancher totalement. Donc c'est valable ça, quel que soit le sujet. Par exemple, si vous êtes en train de vous parler, de communiquer vraiment dans le couple sur quelque chose d'important, si vous prenez le temps de répondre à un coup de fil, et bien là, vous risquez de ramer beaucoup pour reprendre la conversation. Et si vous êtes en train d'essayer de séduire une femme, je vous conseille de mettre votre téléphone tout au fond de votre poche. Alors évidemment, si vous êtes dans l'acte sexuel, c'est encore plus grave. Si vous êtes en train de faire un cunnilingus, même en cas de passage à vide, si vous avez par exemple la mâchoire un peu engourdie ou des crampes dans les bras, changez de position, utilisez les doigts, le nez, mais continuez à vous occuper d'elle, parce que si vraiment vous arrêtez, c'est pratiquement sûr que vous aurez du mal à l'emmener jusqu'à la jouissance. Et en ce qui concerne le coït, eh bien c'est pareil. Que vous fassiez une petite pause pour retenir votre éjaculation, ça peut se comprendre, mais plutôt qu'une pause, je vous conseille plutôt de ralentir, comme si vous étiez un adepte du tantra, après tout, vous pouvez faire des va-et-vient très très lents, parce que tout arrêter, c'est pareil, vous risquez qu'elle retourne à la case départ, donc c'est pas le but. Donc voilà, c'est vraiment important avec les femmes de ne jamais couper complètement le lien, si je puis dire. Je suis complètement d'accord avec vous, et effectivement, il peut y avoir une sorte de zone
intermédiaire entre s'il s'agit de ralentir un peu avec des caresses, avec une sensualité, en attendant de reprendre son souffle, si je puis dire, et de réinvestir l'acte. Je trouve ce conseil génial. Oui, oui. Merci Samuel. Crucial. J'espère qu'il sera bien entendu et appliqué. Bon, écoutez, voilà, c'est fait pour ça. Après, chacun prend ce qu'il veut et a envie de prendre dans cette émission. Alors, nous avons Graziella qui a reçu ce stimulateur clitoridien Pro 2 Next génération de la marque Satisfyer, qu'on retrouve bien sûr sur l'enseigne rue-des-plaisirs.com. Je vous le montre, je le montre à tout le monde. Et je vous laisse le décrire si vous voulez, Graziella. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour, bonjour. Donc déjà, je vous remercie. Donc c'est un vibromasseur clitoridien. Il est de couleur mauve. Il est très très facile d'utilisation. Il y a 2 boutons, un pour l'allumer et celui au-dessus pour augmenter l'intensité. Oui. Ouais, voilà. Donc il en possède 11 et vraiment je l'ai trouvé génial parce qu'il stimule le clitoris sans contact et en fait il envoie des pressions d'air. Donc, il est très très efficace. C'est la fameuse gamme Womanizer, avec une sorte d'aspiration qu'on met au niveau de la vulve et qui provoque des vibrations. C'est ça. En plus, il est étanche et il a un petit embout en silicone, donc il limite les irritations. Enfin, il est génial. J'ai adoré. Voilà. Alors, il est assez basique, ce stimulateur clitoridien, mais en même temps, il a une qualité. Il n'est pas très cher. Il est à 38,97 €, on va dire. Oui. 39, allez. Et en effet, en premier jouet, comme ça, il peut faire plaisir. Non, mais je pense qu'il a des qualités. Je ne connaissais pas du tout la pression comme ça d'air et c'est efficace, quoi. Voilà. C'est le but. Le but, c'est que ça fonctionne. On est d'accord. Quelle note vous lui donnez, Graziella ? 10 sur 10. 10 sur 10. Wow. Je vois que vous avez adopté ce petit jouet. Je vous le laisse, du coup, Graziella. Tout à fait. Merci. Bon, en tout cas, ce stimulateur clitoris Pro 2 Next génération de la marque Satisfyer, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne rue-des-plaisirs.com. En plus, il se tient bien en main, donc il a beaucoup de qualité. Il a 11 vibrations, il se recharge évidemment par câble USB, etc., etc. Enfin bon, tout ce qui est. Et puis bon, il est joli. Merci Graziella, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. On continue avec Léonie qui est avec nous. Bonjour Léonie. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bonjour. Bon, et bienvenue au club des difficultés à dire non. Alors, pour moi, la difficulté à dire non, je l'ai de moins en moins. Mais je dirais que sur ce sujet, de mon expérience, de ce que j'ai remarqué, c'est que c'est plus une question d'estime de soi, de confiance, qui va faire qu'on va avoir du mal à dire non. Pour quelle raison ? Parce que dans le non, il y a la réaction de l'autre et on a peur de déplaire. On a peur de ne pas être approuvé dans ce qu'on va dire ou dans ce qui pourrait se passer si on dit non à quelque chose. Et donc du coup, c'est pas tant, je pense, que les personnes ne savent pas dire non, c'est qu'elles ont été habituées à devoir faire plaisir déjà, toujours. Et donc peut-être que si notre intériorité, elle est mieux construite ou qu'elle se restaure et que notre estime de nous est bien omniprésente, on a plus de facilité à poser nos limites, à dire non. Et c'est pour moi lié à la confiance en soi. Oui, je suis évidemment d'accord avec vous. Brigitte a rappelé mon livre, L'enfant thérapeute, où j'expliquais comment moi je cédais à toutes les demandes de ma mère lorsque j'étais enfant, adolescent, avec ce fantasme de la sauver, de la réparer. Et à partir du moment où j'ai entamé un travail en thérapie qui apparaît dans cet ouvrage, j'ai pu vraiment me restructurer et dire non. Et aujourd'hui, je dois dire que mes noms sont très bien affirmés et posés. Donc Léonie, je vous rejoins à 100 000 %. C'est ça, et on voit avec les enfants, j'ai des enfants, un enfant qui a pas de difficulté à dire non parce qu'il y a une possibilité d'exister indépendamment de mon regard. Le deuxième a plus de facilité à dire non, mais avec qui est plus jeune, avec c'est moins bien dit, mais du coup c'est une question de justesse et où on pose nos limites, comment restaurer et jusqu'où en fait et avec qui, parce qu'on peut savoir les poser dans notre vie de famille et pas les poser à l'extérieur. Exactement. Mais je pense que c'est plus dans le domaine affectif parce que notre réservoir affectif, notre capacité à être
entier a été modelé par l'envie de plaire et souvent par nos parents, mais par nos projections. Je vais revenir sur le rôle des parents parce que c'est important aujourd'hui où on a quand même un problème de narcissisme galopant. C'est important en effet de respecter un enfant qui va dire non sur quelque chose. En revanche, c'est important aussi sur certains points de ne pas négocier, c'est-à-dire que il faut aussi lui apprendre la frustration et à partir du moment où en tant que parent on sait poser des limites de manière claire, c'est-à-dire toujours les mêmes limites et pas un jour oui, un jour non. Et puis à ce moment-là, de temps en temps, laisser l'enfant dire non parce qu'il a le droit de pas avoir envie de faire quelque chose qui n'est pas finalement faisant pas partie des règles éducatives essentielles. Eh ben, l'enfant va certainement très vite, quand il sera adulte, à savoir se positionner, avoir confiance en lui et tout à fait. ira bien. Tout à fait. C'est ce que je disais, en fait, si vous voulez, dans la capacité de dire non, c'est aussi en tant que parent, des fois, on ne sait pas entendre le nom de nos enfants. Moi, j'ai pas de problème à dire non, des fois, par rapport à d'autres, parce que j'ai pas peur de déplaire à mes enfants, en disant non, c'est non. Il y a cette règle-là qui est intransigeante, sur laquelle je ne déroge pas. Évidemment, c'est houleux et que ça amène à des conflits, parce que c'est non, et voilà, pas plus tard que ce midi, j'avais ce non qui était là, c'est non, c'est comme ça. Bravo. La règle, elle est peut-être rigide, et je l'assume. Par contre, c'est quelque chose qui respecte mon intégrité, mes limites, pour continuer à pouvoir être bienveillant. Sinon, si je dis oui à quelque chose qui me fait non à l'intérieur et que je dépasse mes capacités de faire, ça ne va pas non plus. Donc, par contre, après, il faut aussi apprendre à l'enfant à pouvoir dire non aussi. Là, non. Là, j'ai pas envie d'un câlin. Là, je veux pas jouer avec toi. Et c'est le non, je dirais, interrelationnel qui est important. C'est comment on pose nos limites. En interaction avec l'autre, et je pense que c'est ce qui fait qu'après, si on arrive à les poser, les relations vont mieux. C'est très fort. Oui, c'est exactement ça. C'est très fort ce que vous dites, et ça renvoie vraiment à ce livre dont je parlais en introduction, là, ce fameux Unique au monde de Vincent Cockbert, et j'insiste sur cet ouvrage parce qu'il est très juste et il fait vraiment écho à ce que vous dites, qui est que quelque part aujourd'hui beaucoup de parents veulent des mini-moi. Alors cette expression, franchement, je ne la supporte plus. J'ai mon mini-moi. Non, ce n'est pas un mini-toi. Et c'est pour ça qu'ils ne posent pas de limites à leurs enfants, parce que ça leur serait insupportable à ces parents d'avoir eux-mêmes des limites. Et dans votre propos, ça rejoint ce que dit cet essayiste, c'est parce que vous arrivez à leur poser des limites, à leur dire non, que plus tard, eux-mêmes seront capables de fixer leurs propres limites et d'habiter leur corps, d'habiter leur psyché, d'habiter de manière authentique leur identité. Donc, je vous rejoins, et ça rejoint bien sûr tout le travail qu'a fait Dolto, et ça me fait beaucoup écho à ce que disait Brigitte sur la perte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte qu'il y a des limites, c'est vrai qu'on y perd une petite marge de liberté, mais on y gagne de se sentir sécurisé dans le rapport à l'autre. On sait que l'autre ne va pas s'en prendre à nous et que ces limites qu'on lui fixe, c'est aussi des limites qu'il s'impose vis-à-vis de nous-mêmes. C'est le fameux « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse », le principe de Emmanuel Kant. Ça structure, ça permet le vivre ensemble, ça permet la société, ce non, on en a besoin. Je dirais même, par rapport à la liberté, donc j'ai 2 enfants sur lesquels le premier a vraiment habité son corps et donc a pas du mal à dire non, quitte à se retrouver seul à un moment donné, mais c'est pas un isolement, alors que le deuxième a plus de difficultés parce qu'il y a eu peut-être un essayage d'éducation un petit peu différente sur lequel je reviens, et je me suis perdue là-dessus par rapport à cette liberté. Voilà, je voudrais simplement dire qu'effectivement, quand on est bien structuré, que la relation elle est bien solide et que l'autre dit là j'ai pas envie, là moi je suis fatiguée, là il y a quelque chose qui va passer, non, pour ça c'est hors de question, je peux pas sortir ma limite, mais il y a une liberté, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est disponible pour soi et pour être après avec l'autre, parce que quand on dit oui tout le temps, on n'est même plus disponible à soi, on se disperse, on est décentré, et l'autre aussi, c'est-à-dire qu'on ne l'invite pas non plus à se respecter. Et exact. Voilà. C'est un déni de l'altérité, je suis parfaitement d'accord. C'est ce non, il permet vraiment d'exister dans la relation à l'autre et de reconnaître l'autre, qui mérite aussi qu'on puisse lui dire ce qu'on pense vraiment, ce qu'on ressent vraiment, et de structurer cette relation. Je suis d'accord. Mais encore une fois, je crois, Léonie, que souvent, lorsqu'on a du mal à dire non, ou lorsqu'on n'accepte pas qu'on nous dise non, c'est parce qu'on croit qu'on dit non à notre personne. Mais en fait, on ne dit jamais non à un non intégral à
à l'autre, c'est un non à une proposition, à quelque chose à partager ensemble, etc. C'est jamais un non à la personne en elle-même. Et c'est un non à l'instant T aussi. Absolument, absolument. Et c'est ça qu'il faut comprendre si on n'accepte pas qu'on nous dise non, c'est que quelque part il y a une faille narcissique chez nous. Et si on ne sait pas dire non, c'est pareil, c'est parce qu'il y a une faille narcissique. Et c'est ça qu'il faut aller comprendre pour pouvoir la réparer, alors parfois seul, parfois avec un thérapeute, mais c'est jamais un non intégral à toute notre personne. Non, après c'est important de l'expliquer parce que je voyais, même moi ça m'arrive encore des fois de dire oh là là j'ai pas aimé le non, donc je vais en introspection et je me dis pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi je vais pas y arriver, mais souvent j'ai remarqué que ça faisait écho à une blessure qui émerge à un moment donné face à une situation, et après quand on dit finalement que la personne dit mais je t'ai dit ça pour ça, par la relation, par la communication, on comprend, et après on peut restaurer l'autre. Absolument, absolument. Et aller bien. Si on est vraiment très très énervé, en colère ou très blessé par un non, c'est soit parce que ça touche une blessure, en effet, une blessure d'enfance, soit parce que ça touche un besoin essentiel. C'est important aussi de comprendre cette notion de besoin. Absolument. Parfois, ça peut toucher. Je prends un exemple tout bête que tout le monde va comprendre. Par exemple, on est en difficulté financière, je ne sais quoi. On demande à un ami de nous prêter une petite somme d'argent. Si c'est une très grosse somme, une petite somme, il va nous dire non. Et ça va toucher notre besoin essentiel de sécurité matérielle. Et donc, ça va devenir très, très violent, son non. Alors qu'en fait, il nous dit pas non à notre besoin. Il nous dit non parce qu'il a peut-être pas envie ou la possibilité. Mais donc il faut alors arriver à comprendre que c'est parce que ça nous met en danger dans un besoin essentiel que ça nous met autant en colère. Et c'est pas le non qu'il nous donne, c'est parce que ça réactive notre besoin. C'est tout à fait exact. Il n'y a pas longtemps, je me suis mis dans une colère, un peu étonnante. Et en fait, c'est que j'ai compris que j'avais un réel besoin. J'avais dit oui à quelque chose pour faire plaisir à l'autre parce que l'autre, il a besoin d'être différent de moi. Oui. Mais quelque part à l'intérieur de moi, je m'étais pas dit oui à quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais un vrai besoin d'intégrité et de respecter une relation. Et j'ai plus fait plaisir aux autres à ce moment-là qu'à moi-même. Et donc, j'ai fini par dire aux personnes, écoutez, j'étais en colère, mais en fait, vis-à-vis de moi, parce que j'ai pas écouté mon besoin. Mon besoin, à ce moment-là, c'était d'être présent, et j'ai laissé passer des choses pour faire plaisir aux autres, et c'était pas un vrai oui. Et je reviens sur le oui et le non à un de mes enfants qui est plus jeune. J'ai dit, tu sais, derrière le non, il y a un oui, derrière le oui, il y a un non. Le tout, c'est d'essayer de voir à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Et j'essaye d'inviter le plus jeune à essayer de comprendre, parce qu'il a plus de mal avec la frustration dans certains domaines. Quand il entend le non, il entend un non complet, et en fait c'est non pour ça, mais oui pour tout ça. C'est non, je ne peux pas jouer à ce jeu-là, mais oui, je suis disponible pour faire ceci à tel moment. Voilà. Et donc petit à petit, ça se fait au pas à pas, ça tout dépend de l'âge des personnes et puis du vécu. Et je pense, à long terme, que quand on arrive à identifier le besoin de chacun et de restaurer la limite, là j'ai besoin de temps, là je peux pas te dire oui à ça, par exemple un anniversaire ou une invitation, c'est non, ça me fait plaisir, mais j'ai besoin de me reposer. D'arriver à affirmer ça, c'est pas toujours facile à l'extérieur, parce que les gens ne sont pas habitués à entendre le non, mais si on l'explique petit à petit, et on dit voilà, là je peux pas, je dis ça, mais je peux pas dire oui à cela pour ça, on désamorce des conflits ou des réponses réactives. C'est pas un non qui est envoyé comme ça, comme un refus catégorique et qui peut être pris comme un non à soi. Oui. Quand on ne sait pas dire non, c'est qu'on ne sait pas se dire oui. En tout cas, je retiens votre phrase, Léonie, elle est très juste. Oui. En fait, je pense que ça se répète, et j'en discutais avec une femme qui me parlait de son couple qui fonctionne très bien, parce que justement, elle me dit, au-delà de l'amour, elle me disait que finalement, c'est le respect de la limite de l'autre. À un instant T, il y en a un qui est toujours plus fort et qui peut entendre, aujourd'hui je peux pas. Et finalement, on parlait comme ça dans quelque chose de plus interpersonnel et qu'on pouvait transposer d'un individu à un autre, que ce soit le plus jeune âge, c'est d'apprendre à respecter nos limites du moment, qui peuvent après, aujourd'hui je peux pas faire 3 km à pied, mais demain je peux en faire 20. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on peut moduler. Et quand on apprend en relation justement à dire comment on va essayer de développer nos limites petit à petit avec des personnes de confiance, puis après on va
avoir un environnement stable sur lequel on va pouvoir fonder notre estime. Et puis après, on peut dire oui ou non plus facilement aussi si on a les personnes en interaction qui nous permettent de développer si on ne l'a pas développé. Eh bien, merci beaucoup Léonie de ce témoignage précieux. On va conclure dans un instant avec vous, bien sûr Samuel Doc. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Leclerc, bonjour. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. J'espère que ces 2 heures aideront tous ceux qui nous écoutent à dire non. Je crois que ce soir, il va y avoir du remue-ménage dans les couples. J'ai envie de toi, ma chérie. Non, pas ce soir. Alors, c'est voilà encore un nom qu'il ne faut pas dire trop brutalement, hein, parce que c'est un nom difficile à entendre, celui-là. Bonjour Steve. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Steve. Bonjour. Merci d'être avec nous, Steve. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, vous ? Alors, l'émission est évidemment intéressante et me parle. Pourquoi ? Parce que j'ai eu beaucoup de mal jusqu'à il y a peu, en fait. J'ai 52 ans et vous voyez, même aujourd'hui, ça va mieux de proposer le non, mais j'ai eu beaucoup de mal. Et déjà dire j'ai du mal à proposer le non, c'est déjà un soi très révélateur, Steve. Oui, c'est-à-dire que voilà, je disais oui tout le temps. Alors pourquoi je disais oui ? Parce que par rapport à mon parcours personnel en tant qu'enfant, dans mon milieu familial, même s'il a été bon, mais il y a eu des choses difficiles qui m'ont touché moi personnellement. Donc du coup, ça m'a amené à me retrouver dans des situations, à dire oui tout le temps. Une petite anecdote, voilà, j'ai donc beaucoup de mal à me positionner par rapport au non. Et du coup, je me suis retrouvé, alors une fois, un soir, à être invité à 2 repas en même temps. Oui. j'ai eu du mal à me positionner. Et vous aviez dit oui aux 2 alors ? Oui aux 2. Donc, je mais sais pas si le même jour ou bien c'est parce que vous aviez dit oui à des moments difficiles. Donc vous saviez que vous disiez oui au 2e ? Ah oui, je vous dis, Brigitte, c'est pathologique, hein. Je savais. Ou alors vous êtes très gourmand, invité. Je ne sais pas. Je savais que donc j'étais invité et on m'a proposé après, tu dirais, j'ai dit ouais, ok. Et donc je me retrouve dans une situation qui est cocasse. Alors évidemment, bon, tout le monde a souri, c'est léger si vous voulez comme situation, mais ça m'a amené à me dire, mais en fait non, il va falloir vraiment que tu travailles sur ce fameux non. Et un jour, je faisais partie d'un groupe avec des amis où on échangeait, bref. Et j'échange par mail un soir et j'avais fait cette expérience et j'échange en disant je ne viendrai pas ce soir. Donc on me dit est-ce que tu peux venir ce soir ? Je dis non, je ne viendrai pas ce soir. Et je n'argumente pas volontairement. Je vous assure, le lendemain matin, il y a 5-6 personnes qui m'ont appelé en me disant mais en fait pourquoi t'es pas venu ? Tu es malade ? Ça va pas ? Oui. J'ai dit vous voyez, dans le oui on se justifie que très rarement en fait. Mais le non, on peut être amené à se justifier, je ne sais pour quelle raison. C'est très juste. Non, mais c'est très juste ce que vous dites, Steve. Quand on dit non, c'est comme si on n'avait pas le droit de dire non sans une excuse valable. Vous avez raison, c'est très juste ce que vous dites. Et là où ça m'a amené, c'est qu'en fait, je me suis aperçu, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça pendant un moment, c'est que le non est simplement une réponse. Sauf que moi, par rapport à mon parcours personnel, j'avais l'impression que ma personne était rejetée. Vous voyez, ça me touchait dans mon entièreté. Et donc, ça me mettait un petit peu, pas en colère des fois, mais ça me déstabilisait parce que je me sentais rejeté moi-même. Alors que pas du tout. La personne me dit comme non. Comme si quand on dit oui, je suis là, regarde-moi. Et quand on dit non, non, on n'est plus là, quoi. Oui, exactement. Donc je prenais ça un petit peu, encore une fois je me répète dans mon temps d'entièreté, mais je me suis aperçu aussi que pas mal de personnes avaient un petit peu de mal à se positionner par rapport à ce nom, parce que justement ils se sentaient aussi, ou peut-être, pardonnez-moi, touchés dans l'antériorité comme un rejet de leur propre personne dans leur entièreté. Voilà, je me répète. Et du coup je me dis mais non, c'est simplement une réponse. On se positionne par rapport déjà à soi. Parce que très souvent, le oui que je proposais était sincère, mais vraiment sincère, gratuit, vous voyez. Mais des fois, je disais oui parce que, quelque part, coucou, aimez-moi. Voilà. Oui, mais ça n'engage que moi, ce que je dis. Hein. Mais c'est très juste quand vous dites ce n'est qu'une réponse, et je pense que ça, nos auditeurs peuvent l'entendre. C'est-à-dire que vous avez raison, ce n'est qu'une réponse, et peut-être qu'il faut dédramatiser, dépassionner ce nom et se dire, c'est une question qu'on me pose, c'est une invitation, une incitation, je peux simplement répondre, revenir à ce basique. Je suis d'accord avec vous, oui.
Ah ouais, c'est pas si simple. Alors du coup, je vous dis. Oui, mais sauf que je vous entends bien tous les deux, d'accord, vous avez raison, mais en même temps, quand on demande quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on en a envie. Donc c'est pas, c'est donc répondre non à ce que l'autre propose et à son envie. Donc c'est forcément déjà une prise de position qui peut déranger, blesser et engager. Vous voyez, c'est pas si on propose à la fin du repas, est-ce que tu veux encore un peu de dessert? Bon, on dit non, c'est pas grave, ça n'engage à rien. Ça, c'est un non qui est tout à fait facile. Et encore, il y a même des gens qui ne savent pas le dire. Mais enfin bon, bref, je veux dire, c'est facile. Mais quand on propose, est-ce que tu peux venir à mon anniversaire et qu'on répond non, c'est quand même désengageant. Enfin, c'est pas aussi simple qu'une réponse. Hein. C'est vrai, mais vous avez raison. C'est pas si simple que ça en fait. Quand on dit non, tu dis simplement non, mais oui, on argumente des fois en étant sincère avec soi et bien évidemment en disant la vérité. Donc du coup, oui, on a besoin d'argumenter. Mais là, en fait, où ça m'a beaucoup permis d'évoluer. Vous voyez, Steve, je déménage la semaine prochaine. Je vous demande, est-ce que vous êtes disponible pour venir m'aider à déménager? Avec plaisir. Vous voyez, vous ne me répondez pas non. Il va venir. Ça tombe bien, je ne déménage pas la semaine prochaine. Non, mais vous voyez, Steve, il y a des propositions qui sont plus, impliquantes que d'autres. Oui, mais j'ai été dans le soin pendant des années et croyez-moi, ça m'a été très difficile, par exemple, de dire non. Je ne peux pas, par rapport à mes capacités et ce que je peux faire, t'accompagner. Par contre, je t'oriente vers quelqu'un d'autre. Rien que ça, déjà, je peux vous dire, ça a été compliqué. C'est intéressant ce que vous dites. Très intéressant. En tant que thérapeute, si vous voulez, j'ai l'obligation d'être le plus lucide et le plus vrai. Et le plus cadrant. Et le plus cadrant, tout à fait. Et donc, j'ai dit non, madame ou monsieur, et c'est pas simple, déjà, mais j'avais le devoir de le faire, après je rentre ma personne. Mais c'est pas simple parce que le patient ne l'entend pas, ou c'est pas simple pour vous? Parce que c'est pas la même chose. Ah non, c'était pas simple pour moi, pour plein de raisons. Comme je vous dis, c'est un long chemin. Oui, est-ce que vous aviez l'impression d'abandonner le patient, c'est ça? Complètement. Oui, parce que ça pourrait être parce que moi, personnellement, j'ai un parcours où l'abandon a été très traumatisant. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de ça. C'est juste le point d'ancrage. C'est pas le point d'ancrage, mais vraiment. Oui, mais là, c'est parce que vous mettiez à la place de l'autre et vous ressentiez ce non comme ayant été vous-même abandonné. Oui, je comprends. Mais c'est intéressant ce lien que vous faites avec le soin, avec la thérapie. Ça trouve un grand écho et j'en parle beaucoup dans mon livre Les chemins de la thérapie. C'est que c'est vrai que parfois les patients peuvent nous demander tout un tas de choses. Est-ce qu'on décale le rendez-vous? Est-ce qu'on peut revoir ci, revoir ça? Et en fait, en disant oui, on n'est pas très cadrant, on n'est pas très contenant. Alors que, par exemple, je pense à une patiente qui m'a demandé récemment d'annuler encore un rendez-vous, de déplacer. J'ai dit non, parce que cet espace-là, il existe, il a sa cohérence, sa congruence, parce qu'il est fixé dans le temps. Et elle voit que c'est solide, que ça tient. Elle peut compter sur vous parce que vous savez dire non. Maintenir mon cadre. Oui. Mais on en a dit des choses pendant ces 2 heures. Mais merci à vous parce que à chaque fois c'est un plaisir d'échanger avec vous et merci infiniment d'ouvrir votre antenne. Je tenais sincèrement à vous dire que c'est très aidant ce que vous proposez pour chacun d'entre nous. Et merci beaucoup à vous et toute l'équipe de nous permettre d'échanger sur des sujets importants. C'est touchant. Merci Steve. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Merci à vous Samuel Doc également d'être venu nous dire oui et nous montrer à quel point c'est important de savoir dire non. Je rappelle le titre de votre dernier livre, ça s'appelle L'enfant thérapeute. C'est aux éditions Plomb. Demain, on abordera le thème du libertinage. On sera avec Arthur Vernon. Quelles sont les différentes manières de pratiquer le libertinage et quelles sont les raisons que ça fait que c'est pour nous ou pas pour nous. On verra tout ça demain avec vous. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Je vous embrasse. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai.